Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La France compte officiellement un peu plus de 9 millions de pauvres pour une personne seule. Cela correspond à un revenu mensuel net inférieur à 1102 € par mois selon l'INSEE. Il y a la réalité des chiffres et il y a le sentiment de pauvreté variable d'un individu à l'autre, mais en progression, phénomène aggravé bien sûr par la crise énergétique. Et c'est d'ailleurs l'un des constats dressés par l'enquête annuelle du Secours populaire et de l'Institut Ipsos. La pauvreté touche de plus en plus les enfants. Et oui, et cette pauvreté affichée ou que l'on tente de masquer tant bien que mal, les enfants ont appris à l'identifier, d'autant plus qu'ils sont de plus en plus concernés directement ou indirectement. Caroline Baudry est allée à leur rencontre à Arpajon en région parisienne, une ville située dans la moyenne, c'est-à-dire ni riche ni pauvre. Reportage. Par exemple, ils mangent pas tout le temps des trucs bien à la maison, souvent la même chose, parce qu'ils n'ont pas de sous. Ces phrases de certains de leurs camarades, Lucas et Kylian, croisés sur leur trottinette, les entendent plus qu'avant. Ils viennent d'entrer en 5e et en 4e. J'en connais un. Sa mère, elle a pas assez pour s'acheter toujours des vêtements, quoi. Pour lui, acheter des vêtements ? Ouais. Bah, il me dit comme quoi ils sont pas partis en vacances, quoi. En vrai, moi aussi, des fois, ça m'arrive de pas partir en vacances. Devant eux, Martin, 13 ans, passe à vélo, t-shirt de marque sur le dos. Ce qui le frappe, ce sont les gens qui vivent dans la rue. À tout moment, on peut devenir comme eux. Oui, bien sûr. Si je travaille pas bien à l'école, je peux me retrouver dans leur cas et ça serait bien qu'on les aide. Gabriel, lui, n'a que 9 ans. En sortant du conservatoire de la petite commune, il raconte voir des gens qui manquent d'argent. Oui, souvent. Moi, je me dis que la vie peut être injuste pour eux. Comme un tiers des enfants, selon le sondage, il estime pouvoir aider à sa façon, comme ce don d'affaires à une écolière. Ils avaient un petit appartement, ils avaient 3 lits, ils devaient dormir dans la même chambre. On leur avait apporté des nouveaux cahiers. Ma mère est parfois à découvert, ajoute-t-il. Elle confie se serrer la ceinture pour offrir des cours de flûte à son garçon. Arpajon, Caroline Baudry, Europe 1. Et vous pouvez retrouver tous les détails de cette enquête sur le site du Secours populaire. À l'instant, Anissa Haddadi nous annonçait la levée de toutes les vigilances aux orages. Ce matin, on apprend par l'agence France Presse que 66 000 foyers ont été privés d'électricité dans le Var cette nuit. Il en reste encore 14 000 privés de courant ce matin à l'aube, selon les pompiers varois. On passe à la crise énergétique et la récession qui menace ne devrait pas arranger le pouvoir d'achat des Français et plus généralement des Européens. Bruxelles dévoile son plan anti-inflation. Oui, il sera débattu demain lors d'un conseil des ministres extraordinaire, conseil des ministres européens de l'énergie. 5 mesures sont sur la table. Laura Van der Berg, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. L'idée, c'est d'empêcher les prix de l'électricité de flamber. Oui, exactement. La Commission veut agir sur le prix de l'électricité. Elle veut le plafonner à 200 € par mégawattheure, mais uniquement l'électricité produite à bas coût par des entreprises non gazières, les parcs éoliens, les centrales nucléaires ou encore les centrales à charbon. La Commission appelle aussi à prélever une partie des revenus des entreprises de combustibles fossiles. Objectif, réorienter ces bénéfices pour soutenir les personnes et les entreprises vulnérables. Ensuite, elle veut agir sur le gaz russe, plafonner son prix pour ainsi réduire les revenus de la Russie, comme l'a précisé Ursula von der Leyen. Nous savons que nos sanctions font très mal à l'économie russe, avec des conséquences très négatives, mais Poutine arrive à compenser un peu avec les revenus énergétiques. On veut donc couper les ressources que Poutine utilise pour financer sa guerre atroce. Nos efforts ont déjà payé. Au début de la guerre, nous importions 40% de gaz russe. Aujourd'hui, nous en sommes à 9% seulement. Et cela passe aussi par des économies d'énergie, réduire la consommation d'électricité aux heures de pointe, des mesures qui seront débattues vendredi par les ministres de l'énergie lors d'un conseil extraordinaire. Laura Van der Berg, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Et pendant ce temps, la Russie, elle, continue de se rapprocher de la Chine. C'est un événement. Le numéro 1 chinois, Xi Jinping, va rencontrer Vladimir Poutine. Une rencontre prévue la semaine prochaine à l'occasion d'un sommet régional à Samarcande en Ouzbékistan. Premier face-à-face entre les deux hommes depuis le début de la pandémie de Covid-19. C'est un véritable front sino-russe qui est peut-être en train de se constituer. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 en Chine. Tout un symbole pour sa première visite à l'étranger depuis 2020 et le début de la pandémie. Xi Jinping va retrouver Vladimir Poutine. Rencontre prévue à Samarcande en Ouzbékistan les 15 et 16 septembre prochains. Première retrouvaille entre les deux hommes depuis les Jeux Olympiques de Pékin en février dernier. C'était juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine et l'occasion d'afficher l'unité des deux pays face à l'Occident et notamment face aux États-Unis et à l'OTAN. Sergueï Katyrin est président de la Chambre de commerce et d'industrie de Russie. La Russie se repositionne actuellement.
Elle est en train de se tourner résolument vers l'Est. Elle se tourne vers la région Asie-Pacifique et ses voisins du Sud. Bien évidemment, la Russie renforce sa coopération avec les pays concernés. À commencer par la Chine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Pékin a considérablement augmenté ses importations de gaz, de pétrole et de charbon russe. Et cette semaine, le géant Gazprom a annoncé que la Chine réglerait dorénavant ses contrats en roubles et en yuan et non plus en dollars. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Retour en France à propos d'une maladie qui touche entre 500 000 et 1 million de personnes, la maladie du soda. Oui, on l'appelle aussi la maladie du foie gras. Elle se caractérise par une accumulation de graisse dans les cellules du foie. Un colloque lui est consacré aujourd'hui à l'Institut Pasteur. Il y a urgence, Céline Géraud. La maladie du soda se développe de façon inquiétante. Oui, entre 25 et 30% de la population mondiale serait concernée par ce syndrome métabolique qui cible en majorité les personnes diabétiques, en surpoids ou obèses. La malbouffe, l'addiction au sucre et la sédentarité entraînent dans les cas les plus graves des lésions identiques à celles causées par une cirrhose. Mais le premier stade, c'est ce qu'on appelle la maladie du foie gras. Laurence Serfati, professeur d'hépatologie au CHU de Strasbourg. Si on prend le foie gras, l'âge moyen c'est 40-45 ans, plutôt des hommes. Maintenant, si on veut des patients avec des maladies plus avancées, c'est plutôt 55-60 ans. Et ce qui rend cette maladie encore plus redoutable, c'est qu'elle est silencieuse, aucun symptôme. La plupart des patients la prennent à la suite d'une simple prise de sang. Aux États-Unis, c'est désormais la première cause de greffe du foie. En France, c'est l'obésité galopante chez les plus jeunes qui inquiète. Donc ça, c'est vraiment un problème parce que c'est une maladie qui se développe très lentement. Quand on a des enfants obèses, ça veut dire qu'on va voir arriver des sujets jeunes avec des maladies déjà avancées. Actuellement, seule une perte de poids conséquente et une meilleure hygiène de vie agissent sur la maladie. Mais selon nos informations, le premier traitement spécifique pourrait arriver sur le marché d'ici 2024. Céline Géraud, chef du service économie d'Europe 1. Le football, Marseille rate son entrée en Ligue des Champions. Et oui, les Marseillais réduits à 10 s'inclinent 2-0 sur la pelouse de Tottenham. L'OM n'aura tenu qu'une période, Jean-François Pérez. Oui, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps n'avait été donné que depuis 2 minutes. L'OM était en confiance après un premier acte très prometteur. Trop peut-être. Un ballon de contre. Kane qui ouvre pour le Coréen Son. Bemba, dernier défenseur qui tacle le joueur plutôt que le ballon. Carton rouge logique. Marseille tiendra jusqu'au dernier quart d'heure avant de craquer sur 2 coups de tête du Brésilien Richarlison. Frustrant, rageant sans doute, mais aussi une bonne leçon pour le défenseur marseillais Eric Bailly. C'est vrai que la seconde période, dommage ce carton rouge. Après vraiment on était dans la souffrance et je pense qu'on a craqué à la fin contre cette équipe de Tottenham. Déjà à 11, pas facile. En plus à 10, c'était vraiment compliqué. Marseille défait, mais Marseille digne de la Ligue des Champions. Sur le terrain au moins. Dans les tribunes, la fin de match a été marquée par de nouveaux et consternants incidents. Une banderole LGBT arrachée, des jets de projectiles et même un fumigène lancé du parquage marseillais vers les supporters anglais. L'OM risque gros à quelques jours de la réception de Francfort. Un rendez-vous déjà redouté par les autorités. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. 4 clubs français engagés aujourd'hui en Coupe d'Europe. Nantes, Rennes et Monaco en Ligue Europa, Nice en Ligue Europa Conférence. En basket, la France affrontera la Turquie samedi en 8e de finale de l'Euro. Les Bleus ont conclu la phase de groupe par une défaite face à la Slovénie 88-82. En revanche, c'est terminé en volley pour les Français. Ils n'iront pas en demi-finale du mondial, battus 3-2 face aux Italiens. Et ben voilà, un round-up complet de la scène sportive. Merci Christophe Lamar d'ailleurs.